Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir. Comme toujours, priorité à l'actualité européenne et internationale. C'est parti pour 16 minutes d'infos. À la une ce soir, les suites de la crise russo-ukrainienne. Alors que des marins ukrainiens capturés par la Russie ont été placés en détention pour 2 mois, des responsables européens appellent en vain à la désescalade. En France, la réponse d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes. Sans surprise, le président reprend son expression favorite, maintenir le cap, mais il annonce aussi une concertation de terrain et un assouplissement des taxes sur les carburants. En Allemagne, la fin du procès fleuve de l'homme qui avait voulu faire sauter le bus de l'équipe de foot de Dortmund. Il a été condamné à 14 ans de prison. Et puis au moment où Donald Trump conteste les conclusions d'un rapport sur le changement climatique, une action choc de Greenpeace. Les activistes se sont hissés au sommet de la plus grande centrale à charbon d'Europe. Jusqu'où ira la crise du détroit de Kertch? Cette question est au cœur des préoccupations internationales. L'Ukraine s'apprête à appliquer la loi martiale et la Russie, qui a capturé des marins ukrainiens, répète qu'elle est dans son droit. Voyez ce sujet sur les derniers développements, suivi d'un décryptage sur ce détroit stratégique. Cet homme menotté est un des marins ukrainiens capturés par les Russes au large de la Crimée. Ce soir, 3 d'entre eux ont été placés en détention provisoire pour 2 mois, accusés d'avoir franchi illégalement la frontière russe dimanche soir dans le détroit de Kertch. Une provocation pour Moscou quand l'Ukraine estime être au contraire victime d'une agression. Ce mardi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec son homologue russe et appelle à une désescalade. J'ai dit à Sergueï Lavrov qu'un geste était attendu de la Russie, que les prisonniers et les bateaux retenus soient libérés au plus vite, mais j'appellerai aussi mon homologue ukrainien pour l'encourager à rechercher la désescalade dans ce secteur. Et pour Sergueï Lavrov, les Européens y ont un rôle à jouer. Si les Ukrainiens, comme leurs partenaires européens, souhaitent éviter de telles situations à l'avenir, il faut envoyer un signal à Kiev. Nous n'autoriserons pas de telles provocations. Ce n'est pas à nous de le faire, mais plutôt à ceux qui maintiennent des relations rapprochées avec les autorités ukrainiennes. De son côté, Vladimir Poutine a demandé à Angela Merkel de faire pression sur l'Ukraine, mais les Européens continuent d'appeler les Russes à libérer les navires ukrainiens. 24 autres marins capturés sont censés comparaître devant le tribunal russe dans les prochaines 24 heures. C'est un détroit de 10 km environ qui provoque un tremblement de terre diplomatique dans toute la région. Des eaux, depuis longtemps source de tensions entre l'Ukraine et la Russie. Des tensions renforcées par l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Le détroit constitue l'unique voie maritime entre la mer Noire au sud et la mer d'Azov au nord. Un axe commercial stratégique pour l'Ukraine comme pour la Russie qui leur donne à tous les deux un accès à la Méditerranée. Les 2 rives sont reliées par ce pont construit par Moscou et inauguré par Vladimir Poutine en mai dernier. Une infrastructure de 18 km de long, sous contrôle russe, qui a permis au Kremlin d'asseoir son assise sur le détroit et les voies maritimes. Une influence qui n'a cessé de faire grimper les tensions jusqu'au pic atteint dimanche dernier. Les Russes affirment que les navires ukrainiens se sont aventurés illégalement dans le détroit, quand l'Ukraine se défend au contraire d'avoir respecté le droit international qui gouverne ses eaux. Si les 2 pays sont aussi à cran, c'est parce qu'ils possèdent tous les 2 des bases navales et commerciales dans la mer d'Azov, et le détroit de Kertch est la seule porte de sortie pour leurs navires. Des plateformes importantes comme le port de Rostov côté russe ou le port de Mariupol côté ukrainien. Ce dernier, fondamental pour l'exportation sidérurgique, serait selon Kiev dans une situation de blocage face au contrôle grandissant de Moscou. Aujourd'hui, si le trafic revient à la normale dans le détroit de Kertch, il continue de flotter un air de défiance qui asphyxie les relations déjà tourmentées entre l'Ukraine et la Russie. Il devait évoquer les grandes orientations de sa politique énergétique. Il en a profité pour répondre aux Gilets jaunes. Emmanuel Macron a fait une série d'annonces plus ou moins concrètes dans la droite ligne du « en même temps ». Les explications de Maxime Bios-Duplan. Monsieur le Président de la République,
Un changement de méthode, mais pas de cap. Voilà en substance ce qu'Emmanuel Macron propose aux Gilets jaunes. Le président français a inauguré ce matin un haut conseil pour le climat et il a tenu à rappeler les engagements français face à ce qu'il appelle une alerte environnementale. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. On ne peut pas avoir décidé la taxe carbone il y a quelques années et dénoncer aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Cette taxe, je le rappelle, elle a été votée en 2009, en 2014, en 2015, engageant beaucoup de responsables politiques de sensibilités diverses. Emmanuel Macron a aussi réagi au débordement vu sur les Champs-Élysées ce week-end en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, des actes qualifiés d'inacceptables. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Un mécanisme visant à éviter les pics des prix sur les carburants a été annoncé, ainsi qu'une grande concertation sur le terrain, sur laquelle Édouard Philippe devrait donner plus de détails cette semaine. Emmanuel Macron entend la colère des Gilets jaunes, mais ne cédera pas. Selon lui, le combat pour la fin du mois est le même que pour la fin de la planète. La transition écologique est cruciale pour l'avenir du monde, dit encore le chef de l'État. Et pour que tout le monde adhère à sa vision, il veut lancer un débat national sur la transition écologique. Les Gilets jaunes restent eux aussi droits dans les bottes. Ils ont prévu de manifester à nouveau dans toute la France samedi prochain. Stéphane de Vries pour Euronews. Son scepticisme à l'égard du réchauffement climatique n'est pas nouveau, mais Donald Trump l'a une fois de plus assumé publiquement. Il réagissait à un rapport pourtant validé par son administration. Le commentaire de Sandrine Delorme. C'est une évaluation sur les conséquences du changement climatique sur l'économie américaine, commandée par le Congrès américain, rédigée par plus de 300 scientifiques, validée par son administration, mais Donald Trump n'y croit pas. Publié la semaine dernière, le document fait plus de 1000 pages et le président américain l'a un peu lu, ce qui ne l'a pas empêché de le balayer de manière catégorique quand on lui a demandé ce qu'il en pensait. Non, je n'y crois pas. Et il y a autre chose, vous devez aller voir ce que font la Chine, le Japon et toute l'Asie et tous les autres pays. Vous savez, ça concerne notre pays. Nous n'avons jamais été aussi propres que nous le sommes maintenant et c'est très important pour moi. Mais si nous sommes propres et que tous les autres endroits sont sales, ce n'est pas si bien. Je veux de l'air pur et de l'eau pure, c'est très important. Le rapport explique que vu le niveau historique des émissions de gaz à effet de serre, les pertes aux États-Unis pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'ici la fin du siècle. Le contraste a de quoi interpeller en Europe. C'est Greenpeace qui s'est arrangé pour faire parler du changement climatique aujourd'hui, à 6 jours de l'ouverture de la COP24. Et comme toujours, l'organisation écologiste n'a pas fait les choses à moitié. Ils se sont perchés à 180 mètres de hauteur sur l'une des tours de l'immense centrale à charbon de Bełchatów en Pologne. 9 militants de Greenpeace pendant plusieurs heures entendaient ainsi mettre un coup de pression sur les participants au sommet de l'ONU sur le climat, la COP24, qui s'ouvre dans 4 jours à Katowice. Pour ces militants, l'usine de Bełchatów, avec ses 5 milliards de watts de puissance et ses cheminées de 300 mètres de haut, est le symbole européen du réchauffement climatique par les énergies fossiles et les gaz à effet de serre. De son côté, le gouvernement polonais a mis les petits plats dans les grands pour cette COP24. Le site qui va recevoir le sommet se veut une vitrine du NEC plus ultra énergétique polonais. Mois après le début du procès, le verdict est tombé. L'auteur de l'attentat contre le bus du Borussia Dortmund a été condamné à 14 ans de prison. Le rappel des faits avec Vincent Ménard. Sergei Venergold a été condamné à 14 ans de prison pour l'attentat contre le bus des footballeurs de Dortmund. À l'issue d'un procès qui a duré 11 mois, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Le parquet avait requis la perpétuité à son encontre, estimant qu'il avait l'intention de tuer le plus de monde possible.
Le 11 avril 2017, il avait placé 3 bombes remplies de tiges de fer au bord de la route empruntée par le bus du Borussia avant le match de Ligue des Champions contre Monaco. Il espérait ainsi une chute brutale des cours du club, coté en bourse, ce qui aurait pu, selon l'accusation, lui rapporter près de 500 000 €. Les enquêteurs avaient d'abord privilégié la piste islamiste, puis celle de l'extrême droite et de l'extrême gauche, avant d'identifier le coupable. Cet attentat avait fait 2 blessés, un motard qui escortait l'équipe allemande et le défenseur espagnol Marc Bartra, touché au poignet par des éclats de verre. Le 19 décembre 2016, un camion fonçait sur le marché de Noël de Berlin, faisant 12 morts et une cinquantaine de blessés. 2 ans après, le marché reste hanté par ce souvenir et il oscille entre gravité et jovialité. Annelise Fantino. 2 ans après les faits, le traumatisme reste bien présent sur le marché de Noël de Berlin. Impossible d'oublier ce jour où un camion avait foncé sur la foule. Désormais, des blocs de béton bordent le périmètre et des vigiles prêtent main forte aux policiers. Un dispositif qui, comme le mémorial, rappelle à chaque instant l'attaque qui a endeuillé la place. Ça se comprend tout à fait vu ce qui s'est passé. Et c'est une bonne chose qu'il y ait un mémorial pour se souvenir de ceux qui ont été tués. Maintenant, la sécurité est bienvenue. Tout le monde déteste voir ce genre de choses se produire au moment de Noël. Et c'est très poignant. On vient ici s'amuser et je vais conjurer la peur. J'ai aussi dit aux enfants de chasser leur peur, de s'amuser. Et avec les cadeaux, nous sommes déjà dans l'ambiance de Noël. Les autorités ont investi plus de 2,5 millions d'euros pour renforcer la sécurité des lieux qui attirent encore la foule. Nous avons fait notre meilleure année l'an passé. Et si le temps le permet, ça va encore bien marcher cette année. Ce marché de Noël est de toute façon le plus sûr au monde, je pense. Les Berlinois et les touristes se sont réunis une fois de plus pour prouver qu'ils ne laissaient pas cet événement gâcher l'esprit de fête, malgré l'important dispositif de sécurité mis en place cette année par les autorités. Pour vous donner un exemple de la résilience des Berlinois, le journal local Berliner Kurier a baptisé ce marché de Noël le bastion du vin chaud. Un mot de foot, la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors ne se jouera pas en Argentine, mais en terrain neutre, sécurité oblige. Les incidents qui ont éclaté à Buenos Aires samedi dernier n'ont guère laissé le choix à la Confédération sud-américaine de football. Elle a décidé que la finale retour de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions, ne se jouerait pas en Argentine, mais sur terrain neutre. Cette décision ne donne satisfaction à aucun des 2 clubs. Boca Juniors réclamait la victoire sur tapis vert, alors que River Plate voulait jouer la rencontre dans son stade, El Monumental. Les 2 grands rivaux de Buenos Aires s'étaient quittés sur un nul 2-2 lors du match aller. Et le retour n'avait pas pu avoir lieu, car les supporters ultra de River avaient caillassé le bus des joueurs de Boca, blessant 2 d'entre eux, dont le capitaine Pablo Pérez. Plusieurs villes comme Belo Horizonte au Brésil ou Gênes en Italie se sont déjà proposées pour accueillir la rencontre, qui devrait finalement se disputer le 8 ou le 9 décembre prochain. Il reste peu de sommets vierges sur la planète et il y en a désormais un de moins. L'alpiniste autrichien David Lama a gravi l'un de ses pics dans l'Himalaya. Le récit de Vincent Ménard. Jamais l'homme n'avait posé le pied au sommet de cette montagne, le Lunagri, à 6907 mètres d'altitude. C'est donc une grande première qu'a réussi l'alpiniste autrichien David Lama au cœur du Népal, dans la chaîne de l'Himalaya. Il a mis 3 jours et 3 nuits, bravé des températures de moins 30 degrés et des vents soufflant jusqu'à 80 km/h, avant d'atteindre le sommet immaculé. David Lama, qui fut le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde d'escalade, avait échoué lors de ses 3 précédentes tentatives d'ascension du Lunagri,
en 2015 et en 2016, en duo ou en solo. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.